prochains mois, en sachant que nous ne pouvons que mieux travailler ensemble. Je cède maintenant la parole à son Excellence, le secrétaire général Antonio Guterres. Je vous en prie. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Excellence, je suis heureux de vous présenter une mise à jour de l'initiative ONU 80, notre action collective afin de faire en sorte que l'Organisation des Nations Unies soit mieux à même de répondre aux besoins des populations que nous servons. Pour commencer, j'évoquerai la réunion que j'ai tenue la semaine dernière à Tokyo avec le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies où j'ai présenté ce projet de rapport d'avancement. L'initiative ONU 80 était au cœur de nos discussions. Elle est à la fois un sujet qui suscite chez toutes et tous un vif intérêt et une priorité qui recueille un soutien enthousiaste. Les chefs des entités onusiennes sont pleinement résolus à assurer le succès de cette initiative. Tout comme vous, ils savent qu'elle ouvre un chemin qui doit nous conduire vers de meilleurs résultats. Je tiens à vous remercier de l'appui que vous continuez d'apporter à ces travaux ainsi que de la détermination avec laquelle vous aidez l'organisation à se renforcer pour qu'elle puisse mieux s'acquitter des mandats que vous, les États membres, lui avez confiés. Grâce à vous, elles peuvent avancer plus rapidement dans la réalisation des objectifs de développement durable, mettre en œuvre le pacte pour l'avenir et servir bien d'autres fins encore. Excellence, dans le premier chapitre de mon rapport d'étape, j'examine les raisons pour lesquelles la situation actuelle exige une réforme mûrement réfléchie et résolue. Tout d'abord, l'inaction face au bouleversement géopolitique ne ferait qu'aggraver les souffrances humaines. Ensuite, les États membres ont exprimé leur volonté de façonner un système des Nations Unies plus fort et plus efficace. C'est pourquoi les réformes proposées dans le cadre de l'initiative ONU 80 visent à mettre en place un système des Nations Unies qui, pour remédier aux problèmes qui touchent la planète, soit toujours plus souple, plus cohérent, plus efficient et plus efficace. Dans le deuxième chapitre de mon rapport, je présente ce que l'initiative entend accomplir. Remédier à la complexité du système des Nations Unies, dépasser la fragmentation, œuvrer à la cohérence, améliorer l'efficience, la transparence et l'impact. Dans le troisième chapitre, j'expose la logique et les principes unificateurs qui guident chacun des trois axes de travail et assurent leur complémentarité. Avant tout, l'initiative ONU 80 vise à amorcer un changement radical dans la façon dont le système des Nations Unies organise ses activités et se coordonne, le but étant d'obtenir davantage de résultats, et ce, à toutes les étapes. Dès que les États membres s'entendent sur un mandat, au moment de la répartition des tâches et des ressources, durant la phase de mise en œuvre, lors de l'évaluation des résultats obtenus, et en toutes circonstances en veillant à ce que chacun s'acquitte de ses obligations. Dans le quatrième chapitre, je rends compte des principaux progrès accomplis à ce jour. Commençons par l'axe de travail 1, dont l'objectif est notamment la rationalisation des équipes et des procédures au secrétariat, ce qui m'incombe directement. Je tiens à souligner que nous avons réduit de 21% le nombre de postes pour 2026 tout en limitant au maximum l'impact de cette restructuration sur le personnel à travers des mesures que nous avons mises en place dès le début de l'année 2024. Nous avons fusionné 11 équipes au sein d'une plateforme administrative commune, laquelle dessert désormais 6 000 fonctionnaires à New York et 5 autres lieux d'affectation devraient bientôt s'engager sur cette voie. Nous avons créé à Valence un pôle numérique chargé d'appuyer la prestation des services numériques au secrétariat. Nous avons regroupé le personnel de 10 centres de paix dans une seule équipe mondiale. 220 postes du secrétariat situés dans des lieux d'affectation onéreux ont été délocalisés, de même qu'environ 1900 autres postes du système des Nations Unies. Durant tous ces travaux, nous nous sommes attachés à uniformiser et à renforcer l'appui apporté à l'exécution des programmes, à éliminer les doublons et à permettre aux responsables de se concentrer d'abord sur les résultats. On trouvera dans le projet de budget programme pour 2027 d'autres objectifs s'inscrivant dans cette voie. Mettre en place des plateformes administratives communes à Genève, Vienne, Nairobi et Addis Abeba et continuer à développer celle de New York. Délocaliser certaines fonctions dans des lieux d'affectation moins coûteux en se fondant sur des évaluations fonctionnelles et la proximité des opérations et de la présence de terrain. Réduire davantage les niveaux hiérarchiques aux échelons supérieurs. Commencer à réduire le nombre de postes de haut niveau, un processus qui devrait s'amplifier dans le budget de 2028. S'agissant de l'axe de travail 2, la résolution historique que vous avez adoptée sur les mandats offre une occasion unique de renforcer la discipline
tout au long du cycle de vie des mandats. Comme il est rappelé dans l'initiative ONU 80, les mandats relèvent de la responsabilité et de la prérogative des États membres. Grâce à la résolution 80/251, vous disposez d'un outil vous permettant de bien mieux contrôler la façon dont les mandats sont élaborés, financés, exécutés et évalués. Le secrétariat est prêt à fournir aux États membres des services d'appui adaptés à leurs besoins et à leurs attentes, dans le plein respect des demandes qui nous sont adressées dans la résolution. Nous avons entamé la phase pilote du nouveau pacte humanitaire, cette initiative visant à favoriser l'innovation, l'efficacité et l'intégration au moment même où nous faisons face à une hausse des besoins et une chute des ressources. Nous entendons notamment simplifier la planification des opérations humanitaires, intégrer les chaînes d'approvisionnement humanitaire qui représentent 70% du montant total des dépenses humanitaires, renforcer l'utilisation des données et des systèmes numériques afin de mieux anticiper les besoins, de mieux cibler l'aide et d'améliorer l'interopérabilité au sein du système humanitaire, harmoniser les fonctions et attributions entre les divers organismes des Nations Unies et renforcer la diplomatie humanitaire. Nous expérimentons ces nouvelles mesures dans 5 zones de crise: Afghanistan, Haïti, le territoire palestinien occupé, la Somalie et le Soudan. Et nous étudions comment les adapter, les déployer à plus grande échelle. Par ailleurs, dans le cadre de l'initiative de plateforme partagée, nous aidons les coordonnateurs résidents et coordonnateurs de l'action humanitaire à rassembler leurs équipes autour de priorités, d'objectifs et de performances et de principes de responsabilité qui soient communs à toutes. Nous remettrons bientôt aux États membres notre étude sur les opérations de paix assortie de recommandations sur les moyens d'adapter notre arsenal d'outils à des conflits dont la nature évolue rapidement et à une situation internationale en matière de paix et de sécurité qui ne cesse de se dégrader. Alors qu'il reste moins de 5 ans pour accomplir le programme à l'horizon 2030, la refonte en cours des mécanismes nationaux et régionaux devrait permettre de mieux aider les États membres et d'avancer plus rapidement dans la réalisation des ODD. La réorganisation des équipes de New York, des Nations Unies et le recalibrage du système des coordonnatrices et coordonnateurs résidents s'inscrivent dans le prolongement des réformes déjà menées au sein des Nations Unies pour le développement dans le cadre d'une réforme de l'architecture régionale et comme suite directe de la résolution 72/279 de l'Assemblée générale en date du 1er juin 2018. L'objectif est de faire en sorte que la présence de l'organisation dans le pays soit plus adaptée au contexte et mieux ciblée, en se fondant sur des critères clairs et en matière de présence et de composition, tout en tirant parti du soutien apporté au niveau régional et par l'ensemble du système des Nations Unies. C'est pourquoi nous avons entrepris d'établir un mécanisme d'expertise à la demande afin que les équipes de pays puissent bénéficier rapidement et facilement de l'appui dont elles ont besoin auprès du système. Ce mécanisme consiste en un répertoire commun des compétences disponibles, des protocoles d'accès précis et des modalités administratives harmonisées. Nous avons également entrepris de mettre en place des pôles de connaissances communs qui regroupent savoir-faire et analyse thématique. Les premiers seront axés sur le commerce et l'intégration régionale, la transformation productive et la prospective stratégique. La feuille de route relative aux services unifiés a pour objectif de réduire la fragmentation des services d'appui par le recours à des mécanismes communs. Une étude de faisabilité menée à l'échelle mondiale a mis en évidence tous les avantages que cela pourrait donner. Cette approche s'applique également aux technologies qui coûtent aujourd'hui au système 2,5 milliards de dollars par an. Elle s'appuie en outre dans le contexte de la création d'un patrimoine de données de l'ONU auquel 26 entités ont déjà accepté de contribuer dans le but de regrouper leurs données et leurs statistiques sur une plateforme unique. Les travaux afférents à d'autres réformes structurelles potentielles avancent également. La transition d'ONU-SIDA, dont les capacités et le mandat seront intégrés dans les entités compétentes du système, le regroupement des capacités en matière de recherche et de formation et la mise en place d'un mécanisme de coordination à l'échelle du système dirigé par l'UNU et l'UNITAR, ainsi que les évaluations concernant les fusions éventuelles entre le FNUAP et ONU Femmes, ainsi qu'entre le PNUD et l'UNOPS. À mesure que ces processus avancent, je formulerai et présenterai à l'Assemblée générale les décisions que je jugerai appropriées. L'examen des activités du système des Nations Unies dans le domaine de l'environnement est en bonne voie et pourrait avoir des répercussions sur les mécanismes existants. À cet égard, un travail d'état des lieux et d'analyse axé sur la science, la gouvernance, la coordination et la mise en œuvre donnera lieu à un rapport d'évaluation qui me sera remis le mois prochain.
Nous avons également pris des mesures pour renforcer la coordination horizontale afin de faire en sorte que nos structures institutionnelles et nos méthodes de travail contribuent directement à l'exécution des mandats. Dans notre volonté d'optimiser notre efficacité par l'intermédiaire de l'initiative ONU 80, il demeure essentiel de disposer de capacités adéquates pour assurer la mise en œuvre des mandats. Je suis particulièrement préoccupé par notre action dans le domaine des droits humains qui a bénéficié de ressources bien moindres que celles allouées à d'autres piliers, et ce malgré les engagements pris dans le pacte pour l'avenir. C'est dans cette optique que j'ai créé le groupe des droits humains pour clarifier les responsabilités concernant cette question transversale, faire circuler les informations, favoriser une action cohérente entre les différents piliers et aider le système à fonctionner plus efficacement. Ce groupe a été lancé lors de la réunion des chefs de secrétariat. Excellences, dans le 5e chapitre du rapport, je rappelle que nous entrons dans une nouvelle phase décisive de l'initiative ONU 80, la phase de prise de décision et de mise en œuvre. Certaines de ces décisions m'incombent en ma qualité de secrétaire général et je mobilise le cas échéant le système des Nations Unies pour qu'il agisse avec énergie et détermination tout en tenant les États membres pleinement informés. Toutefois, beaucoup de ces décisions vous incombent à vous, les États membres, notamment les décisions relatives aux réformes structurelles. Une tâche importante n'en est pas moins dévolue là aussi au système des Nations Unies. Vous soumettre en temps utile des propositions solides pour examen, donner suite à vos décisions également. Tout au long de ce processus, nous devons toutes et tous faire preuve d'honnêteté et d'impartialité dans nos évaluations. Il n'est de réforme véritable sans choix difficile. L'heure n'est ni à la complaisance, ni à l'égoïsme, ni aux tergiversations. À l'image des fondateurs de notre organisation il y a 80 ans, nous devons agir au service de toute l'humanité, y compris des générations futures. Je me réjouis de votre engagement à l'égard de l'Organisation des Nations Unies et de ses valeurs, ses buts et principes. Le rapport que j'ai établi met en évidence 6 moyens essentiels de contribuer à ce que l'initiative ONU 80 permette d'avancer vers ces progressifs. Premièrement, utiliser la résolution 80-251 consacrée au mandat comme un outil stratégique de gouvernance et se pencher à la fois sur les questions de création, de mise en œuvre, mais également d'impact et d'examen des mandats. Cela contribuera à renforcer la transparence, l'efficacité, la cohérence, l'application du principe de responsabilité, à préserver l'intégrité des prérogatives des États membres en tant que mandants et à donner à ces derniers les moyens d'être mieux informés et de gérer ces mandats avec plus d'efficacité. Par ailleurs, cela pourra permettre de mettre à jour les chevauchements, de réduire la charge excessive liée aux rapports et aux réunions, de clarifier les responsabilités et de créer des conditions plus propices à l'examen, à l'ajustement ou à la suppression des mandats. Deuxièmement, fixer des orientations claires pour la reconfiguration des équipes de pays des Nations Unies et la refonte des mécanismes régionaux en s'appuyant sur les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social. L'objectif est de permettre aux pays hôtes de bénéficier à grande échelle de l'action de l'ONU en facilitant un accès plus simple et plus rapide à un appui cohérent mobilisant les entités chargées des différents piliers, qu'elles soient résidentes ou non résidentes. Il y a des propositions concrètes à cet égard qui ont été présentées à l'ECOSOC dans le projet de rapport de l'examen quadriennal complet. Il s'agit notamment de fournir des ressources financières nécessaires pour permettre au système des coordonnatrices et coordonnateurs résidents remaniés de tenir ses engagements dans des contextes variés. Troisièmement, soutenir le développement de services partagés, de technologies et de données à l'échelle du système afin d'améliorer la prestation des services et la gestion commune des technologies et des données au sein du système des Nations Unies. Les organes directeurs peuvent contribuer à faire passer cette initiative de la phase pilote à un déploiement à grande échelle, et ce, en encourageant l'adoption de solutions communes, en exigeant des normes de services et des tarifs transparents, en favorisant l'interopérabilité ainsi que la gouvernance des données et des technologies, et enfin en demandant aux entités de justifier toute duplication persistante dans les cas où des approches communes seraient susceptibles d'apporter une plus grande valeur ajoutée et de meilleurs résultats. Quatrièmement, examiner les propositions de changements structurels à la lumière de leurs mérites, notamment en ce qui concerne les fusions d'entités, les regroupements et les transitions, tout en respectant les règles et procédures applicables. De nombreux facteurs influenceront ces décisions et chaque processus présente ses propres complexités et particularités. Pour chacun de ces cas, je vous exhorte toutefois à vous demander si les changements structurels proposés contribueront à la réalisation des objectifs déjà convenus, à la préservation et la promotion des mandats existants, ainsi qu'au renforcement de notre impact. Cinquièmement,
aligner les pratiques de financement sur les objectifs de l'initiative ONU 80 lorsque cela s'avère pertinent, car les choix en matière de financement influencent le comportement des institutions. Cette démarche passe notamment par le financement des activités de base et le financement commun. Cela ne remet pas en cause l'obligation fondamentale qui incombe à tous les États membres de verser intégralement et dans les délais leurs contributions. J'appelle tous les États membres à le faire sans condition et sans délai. L'initiative ONU 80 peut améliorer le fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies, mais elle ne saurait se substituer à cette obligation conventionnelle fondamentale ni pallier tout manquement à celle-ci. Enfin, sixièmement, appliquer les objectifs de l'initiative ONU 80 de manière cohérente à l'ensemble du système des Nations Unies, étant donné que certaines décisions seront prises par les organes directeurs des différentes entités des Nations Unies plutôt qu'ici à l'Assemblée générale. Mon expérience à la tête d'un gouvernement m'a appris combien il était difficile de faire émerger les positions communes à l'échelle d'un État. Cela souligne, s'il en était besoin, l'importance d'agir de manière cohérente. Les États membres reconnaissent que les arguments en faveur de la réforme sont solides. En tant qu'acteur motiveur de l'initiative ONU 80, vous en déterminerez les principaux résultats. Vous pouvez compter sur notre plein appui. Le secrétariat continuera à vous livrer les informations, les données et les analyses permettant d'éclairer votre prise de décision. Parallèlement, je m'attacherai à poursuivre la mise en œuvre des mesures qui relèvent de ma compétence en tant que secrétaire général. Mener à bien l'initiative ONU 80 est une responsabilité partagée. Le changement est inévitable. Nous sommes toutefois face à un choix entre une réforme stratégique et planifiée ou au contraire des changements laissés au hasard, coûteux et dictés par des événements échappant à tout contrôle. L'initiative ONU 80 reflète pleinement notre engagement, notre volonté et notre capacité de nous adapter. Nous le faisons en gardant résolument à l'esprit l'objectif auquel tout processus de réforme doit répondre. Agir au service des États et des populations, en veillant à obtenir les résultats dont ils et elles ont besoin, avec agilité, cohérence et en optimisant au mieux les ressources. Nous devons honorer cet engagement et je vous remercie. Merci beaucoup.